Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom, votre émission de décryptage de l'actualité africaine. Au sommaire ce soir, déploiement de 600 militaires russes supplémentaires en Centrafrique. Les forces russes pointées du doigt dans un récent rapport de l'ONU qui dénonce des violations du droit humanitaire international commises par des instructeurs russes en Centrafrique avec les forces armées. L'Union africaine s'inquiète des inégalités autour du pass sanitaire mis en place par l'Union européenne, un passeport sanitaire valable exclusivement pour les vaccins autorisés dans l'espace européen, excluant de ce fait tous les autres. Et la politique des investissements directs étrangers au Cameroun est bouleversée depuis quelques années. La France, qui était il y a peu premier investisseur étranger au Cameroun, perd du terrain au profit de la Chine. Avec nous sur ce plateau pour en parler, Alseni Thiam, vous êtes économiste et écrivain. Bonsoir Monsieur Thiam. Bonsoir. Et Emmanuel Dupuis, vous êtes le président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonsoir Emmanuel. On démarre tout de suite avec l'actualité politique. Le déploiement de nouveaux instructeurs militaires russes est annoncé en Centrafrique. Leur déploiement avait été notifié au Conseil de sécurité de l'ONU au début du mois de mai par la ministre centrafricaine de la Défense, Marie-Noëlle Koyara. Dans les détails, ils sont au nombre de 600, soit 200 pour les forces armées centrafricaines, 200 pour la gendarmerie nationale et 200 pour la police centrafricaine. Ce déploiement intervient après la parution d'un rapport des experts de l'ONU sur la situation sécuritaire en Centrafrique, un rapport dans lequel dénonçait des violations du droit humanitaire international commises par ces instructeurs, des accusations fermement rejetées par le ministère de la Défense centrafricain ce mardi, qui dénonce une publication calomnieuse. Alors, Emmanuel, la Centrafrique conteste le rapport de l'ONU, plus de militaires russes arrivent. Est-ce qu'on peut dire que le président Touadéra a fait son choix ? Le président Touadéra s'est engagé déjà depuis sa première élection en 2016, puis sa réélection le 27 décembre, à se conformer à ce que la communauté internationale autorise, c'est-à-dire le déploiement d'instructeurs russes, puisque pour l'instant, il n'y a pas de veto contre la présence de ces instructeurs russes. Après, il y a une différence entre les instructeurs russes. Au départ, il devait être 500. La ministre Marie-Noëlle Koyara a évoqué le fait qu'elle en demande 600 de plus pour aller vers 1500. Enfin, 1530 précisément et 1600. Donc pour l'instant, rien de scandaleux. D'autant plus que le départ des forces françaises de l'opération Sangaris en octobre 2016 a laissé un vide en termes de formation des forces armées, des forces de gendarmerie, aux côtés évidemment des 14 000 casques bleus de la MINUSCA. Il faut bien faire la différence entre les instructeurs, qui ne sont pas dans des phases d'opération, donc qui ne sont pas dans des logiques de combat, les sous-traitants. On parle beaucoup de la société militaire privée russe, de Evgeny Prigozhin, enfin dirigé par Evgeny Prigozhin, la société Wagner. Ils sont présents également, mais ils ne font pas partie du déploiement autorisé par l'ONU, puisque c'est un vote des Nations Unies, une résolution des Nations Unies, qui consiste à considérer que cette formation des FACA, des Forces armées de Centrafrique, ne contrevient pas à l'embargo sur les armes qui avait été voté en 2017. Donc tant qu'on ne viole pas cet embargo sur les armes, tant que ces militaires ne sont pas dans une logique de mercenariat, tant que ces militaires ne remettent pas en cause l'ordre institutionnel, a fortiori non, puisqu'ils sont venus à la demande du président Touadéra, enfin de la présidente de transition qu'il avait évoquée déjà, Catherine Samba-Panza, puis du président Archange Touadéra, élu donc en 2016. Pour l'instant, il n'y a pas de scandale en particulier. Il y a une préoccupation, c'est vrai, de la France, qui se rend peut-être un peu compte tardivement que l'absence française a été remplie par d'autres. C'est la raison pour laquelle la France avait en 2018 proposé une aide de 24 millions d'euros seulement, et que le président Macron, il y a quelque temps, pour mettre la pression justement sur la Russie,
a décidé d'arrêter toute formation militaire française. J'avais justement vis-à-vis posé des la FACA. question, Alceni, qu'est-ce que ça implique justement pour les relations entre la Centrafrique et la France? Je pense qu'au niveau géopolitique, comme monsieur l'a si bien dit, je pense qu'entre la France et la Russie, il y a un problème en Afrique. Notamment, par exemple, on peut prendre le cas du Mali, où il y a une armée française qui est intervenue, mais malheureusement, l'armée française une partie de l'armée française doit quitter le Mali. Et on peut faire des corrélations entre la situation au Mali et en Afrique en général et la situation notamment en Centrafrique. Je pense qu'il y a un problème géopolitique et un problème géoéconomique. Parce que d'une certaine manière, les États sont liés par des intérêts politiques. Et quand on prend la géopolitique un peu, on analyse un peu la géopolitique en Centrafrique, on sent que la France connaît un petit recul diplomatique. Et je pense que cela est dû à un changement. Je pense que la France doit un peu changer son rapport avec les pays parce qu'il y a une forte offensive de la Russie. Parce que la Russie, au point de vue géopolitique, elle analyse stratégiquement ses affaires. Elle s'implique notamment dans tout ce qui est économie, parce qu'on sait que notamment en Centrafrique, ils ont des relations contractuelles, notamment des contrats de mines, et donc ils appuient leur géopolitique économique avec une force offensive militaire pour essayer d'avoir une forme de stabilité. Et moi, je pense que c'est juste un jeu d'intérêt à travers ces pays-là qui essayent d'avoir une forme d'influence, mais je pense que la Russie, tout comme la France, essaye de jouer un peu un rôle stratégique, un rôle bienveillant, mais un rôle militaire. Mais qui assure à ce moment-là les intérêts de la Centrafrique? Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux nations étrangères qui sont en train de se battre pour quelque chose qui ne va pas forcément... Moi, je pense que, toute manière, la France est l'ancienne colonie. Elle devrait jouer un rôle un peu plus important pour ma part, parce que je pense qu'il y a ce rôle culturel-là, cet aspect culturel qui lie intimement la France et ses anciennes colonies. Mais malheureusement, aujourd'hui, les États africains sont en train de multiplier les partenariats. Et c'est à la France de comprendre que ces Africains multiplient les partenariats et peut-être changer un peu sa politique sud-sud afin vraiment de pouvoir vraiment se faire mieux respecter et pouvoir profiter des multiples possibilités économiques que l'Afrique lui offre. Alors je ne dirais pas qu'il n'y a que la France et la Russie qui se font face en Centrafrique. Il y a une multitude d'acteurs. Premièrement, il y a les acteurs régionaux. Ouais. Il y a d'ailleurs eu une résurgence d'intérêt avec le président Paul Kagame qui a décidé d'envoyer un contingent rwandais alors qu'il avait fait rapatrier ce contingent avec l'élection du président Touadéra. En tout cas, il était fort mari du fait que la présidente de la transition, Catherine Samba-Panza, n'était pas tout à fait dans la même configuration que le prédécesseur, on va y revenir sans doute, François Bozizé. Ensuite, il y a eu plutôt, parce qu'il faut le mettre peut-être au passé, l'imparfait, la présence tchadienne. Et donc l'intérêt des pays qu'on a cités, la Russie et la France, et la Chine aussi, puisque la Chine n'a pas de troupes, officiellement, mais elle a une partie du contingent de la MINUSCA est composée de Chinois. Donc de cette façon, l'influence chinoise se fait aussi indirectement, de manière sous-jacente, avec d'ailleurs une augmentation des capacités de vente ou de prêt, ou en tout cas de relations avec les industriels de défense chinois qui s'intéressent à ce marché, encore une fois, puisqu'il n'y a pas, le Conseil de sécurité a autorisé une levée partielle de l'embargo pour que les FACA puissent se réarmer. Donc ce n'est pas forcément un conflit qui se joue qu'entre la France et la Russie. Néanmoins, c'est un conflit symbolique où le départ de l'un est remplacé par l'autre. Et évidemment, ce qui se passe en Centrafrique pourrait donner l'impression, comme mon collègue vient juste de le rappeler, que si la France est amenée à réduire sa présence militaire, en tout cas, si on écoute le président Macron, ça va être le cas, puisqu'il y aura 1600 soldats français en moins en 2022 dans le cadre de l'opération Barkhane, et 2500 parmi les 5100 qui y sont présents. Il est possible que d'autres pays qui ont signé des accords de défense, actuellement, il y a 4 des 5 pays du G5 Sahel qui ont signé des accords de défense. Il y a 2 semaines, la Mauritanie vient juste d'en signer également. Il est tout à fait possible qu'on ait à peu près le même scénario, un repli ou un redéploiement français qui viendrait à être compensé par une présence d'instructeurs. Mais en même temps, il est utile de préciser que l'opération Sangaris avait une dimension opérationnelle pour faire de l'interposition offensive contre les anti-Balaka d'un côté et contre les Salika qui avaient pris le pouvoir, suite évidemment à un coup d'État.
Alors que, si j'ai bien compris, le mandat des forces, le mandat des contingents russes, pour l'instant, ils ne sont que dans la logique de la formation des forces armées et des forces de sécurité, et puis, comme ça a été rappelé, la protection des investissements qui, c'est vrai, accompagnent le dispositif militaire russe. C'est peut-être la grande différence avec la France, c'est que la France envoie des troupes, mais elle ne fait pas en sorte de, et c'est même assez paradoxal, de soutenir cela par des actions économiques où elle semble un peu dépassée par d'autres qui, nonobstant le fait qu'il n'y ait pas de troupes, récupèrent un certain nombre de marchés. Oui. La totalité des mines, par exemple, en Burkina, il n'y a pas une seule entreprise française dans les 17 contrats miniers qui ont été signés entre le président Kaboré et un certain nombre de pays. Alors, j'avais demandé à Alseni, on a ce va-et-vient de troupes étrangères dans le pays. Quelle est la situation au Centrafrique aujourd'hui? Quand est-ce que le pays pourra en effet prendre son destin en main? Moi, je pense que depuis François Bozizé, la situation est assez critique. Le pays n'a pas vraiment retrouvé une forme de stabilité politique. Je pense qu'il faudrait vraiment essayer de pacifier la zone parce qu'il y a beaucoup de groupes rebelles, notamment dans l'est du pays, parce que notamment il y a le groupe Front Populaire pour la Paix qui est très très connu et qui est très armé et il y a à peine 2-3 jours qui a fait quasiment 7 morts ou 8 morts dans la région de l'Est. Donc je pense qu'il faudrait vraiment qu'il y ait des partenaires stratégiques en matière de sécurité. Il faudrait vraiment multiplier les partenariats, mais surtout compter sur la MINUSMA, sur des organismes qui soient là et qui viennent vraiment en apport, en soutien, pour vraiment essayer de stabiliser la zone, parce que c'est une zone qui est assez riche, on ne le dit pas souvent, et c'est vrai que c'est une constante que je fais, que dans la plupart des pays, notamment en Afrique centrale, des pays qui sont assez riches connaissent malheureusement des difficultés politiques, des difficultés de stabilité. Je pense que le président Touadéra doit trouver des solutions et essayer d'inviter les parties prenantes, notamment les rebelles, à plus de pacification et à plus de paix. Mais la Centrafrique n'a pas l'intention de négocier avec les rebelles, donc comment on fait? Ah oui, alors d'autant plus que la coalition pour le changement qui fédère l'ensemble des groupes, ils sont quasiment 14, puisqu'ils avaient signé un certain nombre d'accords de paix. Vous disiez qu'il y avait trop de troupes, il y a aussi eu trop d'accords de paix qui n'ont pas été respectés. Qui n'ont pas été, justement. Khartoum 1, Khartoum 2, les différents accords, et il faut évidemment rendre hommage à ceux qui les ont parrainés. Je pense notamment à l'initiative du président Sassou Nguesso à Brazzaville, ou les tentatives, et effectivement aussi liés à des échecs, hélas, ceux du président Bongo à Libreville. Il y a trop d'accords de défense, d'accords de pacification qui n'ont pas été abondés. Il y a trop d'armes qui circulent, ça aussi c'est un élément important. Il y a évidemment trop de groupes rebelles qu'on n'a pas désarmés, ou qu'on n'a pas voulu désarmer, pour lesquels on a eu des difficultés à désarmer. Donc en fait, l'architecture de sécurité en Centrafrique n'est pas forcément une opposition frontale au gouvernement central, mais des jeux d'influence à Bangui, où certains veulent négocier avec certains rebelles. Parce que l'opposition, la COP 2020, je crois, est ouverte à la négociation. Anissé Georges Doleguélé, l'ancien Premier ministre, le président de l'URCA, plutôt de droite ou libéral, tout comme Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre plutôt de gauche, du MLPC, disent tous qu'à un moment ou à un autre, il faut un processus de réconciliation nationale. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on essaye de sortir du jeu politique François Bozizé. Ça, c'est la première chose. Il se trouve que François Bozizé, n'ayant pas pu concourir à l'élection présidentielle, et je crois que c'était une erreur de la part du président Touadéra de l'avoir exclu de ce jeu politique. Vous pensez qu'il fallait lui laisser y participer pour éviter cette situation? Parce qu'il n'aurait pas gagné. Il n'aurait pas gagné, alors que maintenant on a l'impression que François Bozizé essaie de prendre sa revanche en parrainant un certain nombre de groupes armés. Et donc la vraie question, c'est qui aide François Bozizé? Et là, il y a quand même une petite opacité. J'évoquais tout à l'heure les pays limitrophes, je parlais du Rwanda, on peut aussi parler du Tchad, qui ont un intérêt à ce que l'instabilité en Centrafrique puisse permettre au Tchad de montrer que finalement, elle est un havre de stabilité où elle a la capacité, par la puissance de ses forces armées, par la capacité de protéger sa frontière. On l'a vu, hélas, avec les incidents où des forces armées tchadiennes et les forces armées centrafricaines se sont tirées l'un contre l'autre. On voit bien qu'il y a un intérêt, finalement, à ce que les pays du voisinage jouent sur l'instabilité de la Centrafrique. Et d'une certaine façon, pendant à ce moment-là, comment est-ce que l'Union africaine peut intervenir? Parce que l'instabilité en Centrafrique
peut impacter tout le continent. Effectivement, je pense qu'il peut y avoir un effet de contagion du fait de la Centrafrique qui peut éventuellement contaminer les autres régions, notamment la zone du Tchad. Mais après, de toute manière, je pense que le conflit centrafricain, on ne le dit pas souvent, mais c'est aussi un conflit religieux. Parce que comme on l'a vu, on a pu le voir avec les Balaka et les Séléka, il y a dans ce pays-là une forte dissension, ou en tout cas un fort problème entre religieux, notamment entre musulmans d'un côté et catholiques de l'autre. Et c'est vrai qu'on ne le souligne pas assez, mais il y a une forte division dans le pays. C'est un peu le cas dans beaucoup de régions, notamment en Afrique, et notamment dans certaines régions où il y a une forme de division ethnique et en même temps religieuse qui ne favorise malheureusement pas la paix, parce que même la division géographique est régionale. Et donc, les frontières sont coupées de telle sorte que malheureusement, il n'y a pas assez de mélange et de cohésion sociale. Et je pense que c'est un problème propre à la Centrafrique, mais aussi à d'autres pays qu'il faut vraiment essayer de résolver par, comme monsieur l'a si bien dit, en essayant de mettre en place des politiques publiques de pardon afin que les gens essayent de se réconcilier. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que pour sortir de cette crise, le président Touadéra devrait négocier ? Alors le président Touadéra ne veut pas négocier, il ne veut toujours pas négocier. D'ailleurs, c'était un argument de campagne qu'il mettait en avant en disant que lui, contrairement, non plus, la Russie non plus. Contrairement aux autres candidats, il y en a eu 5 qui ont eu l'autorisation de concourir sur les 22 qui devaient concourir. L'ancien président Mekassoua était plutôt favorable à une forme de négociation. L'ancienne présidente de la transition, un peu moins parce qu'elle a été présidente de transition avec un soutien fort de la France. Mais je crois que ce qui est vrai en Afrique centrale est aussi vrai en Afrique de l'Ouest ou dans la partie occidentale du Sahel. À un moment ou à un autre, si on veut que les armes se taisent, on ne peut pas indéfiniment avoir des forces onusiennes. La MINUSCA a été renouvelée par une résolution jusqu'en novembre 2021. C'est quand même 14 000 hommes. C'est une opération très coûteuse qui, évidemment, est aussi au cœur d'un certain nombre de polémiques. Vous évoquiez un article de Libération qui rendait compte d'un rapport des Nations Unies sur un certain nombre d'exactions, qui touchait, là pour le coup, autant les instructeurs, c'est pas tout à fait clair d'ailleurs, que les sous-traitants de Wagner, mais la MINUSCA a aussi été accusée, et certains soldats et certains contingents de la MINUSCA plus précisément ont été accusés de viol. Donc on ne peut pas indéfiniment garder ce pays sous cloche militaire avec une armée qui se reconstitue péniblement et des forces internationales qui n'assument pas totalement le rôle qui est le leur. Et je terminerai juste d'un point par rapport à ce qui a été dit. La Centrafrique a cette particularité d'être la limite de l'influence, la limite de l'influence française, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle la France n'a jamais vraiment, malgré la douzaine d'opérations militaires qu'elle a engagées depuis l'indépendance, totalement mis les moyens pour faire en sorte que le développement économique accompagne un processus politique. Et donc, ce qui est vrai à la limite de notre ancien espace colonial en Centrafrique est aussi vrai avec ce qui s'est passé autour des Grands Lacs, le Burundi et le Rwanda, où les pays parrains ont eu du mal à assumer un rôle ou un accompagnement en s'appuyant peut-être sur des forces criminogènes, bien sûr, et qui ont évidemment ont mené les massacres qu'on le connaît. Ce qui est vrai pour la France et la Belgique dans les Grands Lacs est un petit peu vrai par rapport à la France. C'est la raison pour laquelle la France, finalement, s'est dit qu'il n'y aurait pas grand-chose qui se ferait après son départ, donc la fin de l'opération Sangaris en octobre 2016. C'était peut-être faire abstraction d'une stratégie ou d'une compréhension de la part de la diplomatie russe qui avait une opportunité, non pas de s'opposer à la France, mais de dire qu'à un moment ou à un autre, si la France n'est plus là, avec l'assentiment général, c'est-à-dire les 4 autres membres du Conseil de sécurité, on peut prendre la place. Elle a été invitée à rester. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. De retour dans l'Africa Newsroom pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie de nos invités Alcénie Thiam et Emmanuel Dupuis. Ouvrons à présent notre grand angle.
Le pass sanitaire européen ne fait pas l'unanimité dans les rangs de l'Union africaine. Ce 28 juin, l'organisation n'a pas caché son inquiétude face aux inégalités autour de ce certificat numérique Covid de l'Union européenne. Et pour cause, ce Green Pass ne reconnaît que les vaccins ayant été autorisés au sein de l'espace européen. De fait, tous les autres vaccins se retrouvent exclus. Les explications de Samantha Sabero. Dans un communiqué du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique, les autorités de l'Union africaine s'indignent contre les inégalités créées par le pass sanitaire adopté par l'Union européenne. Plus précisément, l'organisation s'insurge contre les critères de sélection des vaccins jugés valides par ce certificat vert européen. D'après l'Union africaine, ce laissez-passer sanitaire ne s'applique aux vaccins ayant reçu une autorisation de mise sur le marché à l'échelle de l'Union européenne, tout en excluant le fait que plusieurs citoyens issus des pays africains ont opté pour des vaccins différents. Si on veut laisser le doute s'installer quant à la qualité des vaccins qui sont présents en Afrique, qu'on ne s'y prendrait pas différemment. On ne peut pas venir dire aujourd'hui aux Africains, vous ne pouvez pas venir sur le continent européen parce que les médicaments qui sont utilisés chez vous ne sont pas validés. Or, c'est les Européens eux-mêmes qui ont donné ces médicaments-là à l'OMS afin que l'OMS puisse, à travers COVAX, fournir les pays africains. Il faut rappeler que le vaccin Covishield est une version d'AstraZeneca produite en Inde. Elle est l'un des principaux vaccins permettant d'alimenter l'initiative COVAX qui vise à aider les pays pauvres à combler les retards dans leur campagne de vaccination. Or, pour l'instant, c'est principalement grâce à l'initiative COVAX que les pays africains ont pu entamer leur campagne de vaccination. Et c'est ce que j'appelle de la bureaucratie, tout simplement. Non, aujourd'hui, ce qu'on devrait avoir, c'est que si vous avez eu 2 vaccins d'AstraZeneca, vous devez être en mesure d'aller en Europe sans avoir besoin de passer des tests PCR, d'aller vous mettre en quarantaine quelque part. En fait, on doit vous traiter exactement comme on traite les Européens à partir du moment où vous avez passé vos 2 doses, que ce soit pour AstraZeneca ou même chose en ce qui concerne tous les autres vaccins. Mais ce n'est pas le cas et cela pose problème. Et stupidement, ça installe une psychose sur le continent africain quant à la qualité des vaccins. Et ça, j'y tiens beaucoup. L'exclusion de certains sérums par l'Union européenne dans le cadre de son pass sanitaire pourrait rendre inéligibles plusieurs citoyens africains à l'entrée en Europe. Face à cette situation, l'Union africaine et le CDC Afrique ont appelé la Commission européenne à envisager d'accroître l'accès obligatoire aux vaccins jugés aptes. Alseni, les Africains étaient déjà très sceptiques à se vacciner. Avec ce nouveau rebondissement, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Moi, je pense qu'il faut déjà coordonner de manière un peu plus générale le fait d'octroyer ces vaccins, parce qu'on octroie des vaccins un peu partout, des licences, et malheureusement, on donne aux Africains des vaccins et on leur dit à un moment donné qu'ils ne peuvent pas profiter du pass sanitaire parce que ce n'est pas le bon vaccin. Donc je pense qu'il faudrait déjà jouer sur une politique un peu plus globale de sensibilisation, et puis surtout les Européens et surtout l'Union européenne doit prendre en compte le fait que l'Afrique est l'une des victimes de cette épidémie. Pour parler cru, on n'a pas vraiment demandé à ce qui est cet épisode. Donc je pense qu'il faudrait un peu plus d'empathie de la part des autorités, notamment des autorités européennes et en général du monde, pour essayer vraiment de résolver ces problèmes et essayer de trouver un moyen de coordination afin de pouvoir accepter en tout cas ces vaccins-là. Et en plus, on sait que l'Afrique, malheureusement, c'est 10 milliards, c'est 1 milliard de personnes dans le monde et c'est même pas 10% à 15% des vaccins totaux qu'on a reçus. Donc je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus d'empathie de la part des autorités et des autorités qui gouvernent et pour pouvoir en tout cas mieux faire face à cette crise parce que c'est une crise qui touche quasiment l'humanité entière, donc on devrait faire preuve de plus de générosité et d'empathie. Emmanuel, est-ce que c'est un peu discriminatoire, cette mesure ? Oui, alors c'est discriminatoire, mais j'ose rajouter qu'il n'y a pas que le continent africain qui est discriminé. Je reviens, je vous donne mon expérience il y a 2 jours, je reviens d'un pays extra-européen, il y a la même chose. À partir du moment où vous n'avez pas les bons vaccins, les pays qui ne sont pas membres de Schengen, qui ne sont pas membres de l'espace communautaire, sont logés à la même enseigne. Je pourrais même rajouter, ça a d'ailleurs été l'objet d'une négociation très difficile entre le ministre des Affaires étrangères américain, secrétaire d'État Anthony Blinken et son homologue français. Les États-Unis considèrent
que même si vous êtes vacciné avec les bons vaccins, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire européen. Donc, c'est à la fois une question économique et une question politique. C'est-à-dire qu'en gros, comme le continent africain est le continent dans lequel il y a le plus de vaccins orientaux. Oui. Coronavax chinois, Covishield indien. Batat, BioNTech fabriqué en Inde. Et donc il y a une volonté de la part des majors plutôt anglo-saxons, plutôt européennes, de dire mais non, ce marché-là, il ne faut pas qu'il nous échappe. Donc il y a sans doute une dimension économique qu'on ne perçoit pas d'emblée, visant à ce qu'il y ait dans l'esprit ou dans l'état psychologique des habitants du continent africain, il faut faire comme tout le monde. Il faut avoir les vaccins contre tout le monde. Et donc cette occidentalisation du rapport à la santé, cette notion au demeurant, ou en tout cas a priori fort légitime et marquée par, comme disait mon camarade, une empathie nécessaire, en l'occurrence la décision américaine de rendre les vaccins, ou de faire des vaccins plutôt un bien public mondial, cache quand même une ambition économique, puisque les brevets qui ont vocation, à travers COVAX, d'être diffusés, ne sont pas des brevets chinois ou russes. J'aurais pu rajouter le Sputnik 5 ou le Sputnik V, selon que l'on l'appelle ainsi. Évidemment, ce n'est pas ceux-là qui vont être mis sur le marché. Ce sont les brevets de Moderna, de Johnson & Johnson, de Procter & Gamble ou de BioNTech. Mais est-ce que l'OMS était au courant de tout ça avant de vraiment pousser la campagne en Afrique? J'espère bien. Il se trouve que le secrétaire... J'espère bien. Il se trouve que le directeur général de l'OMS se trouve quand même avoir été ministre de la Santé éthiopien. Donc j'espère bien qu'il était un petit peu au courant. Oui, je pense qu'il était au courant. En même temps, comme il l'a si bien dit, je pense que c'est l'intérêt économique qui est en train de primer sur des considérations humaines et humanitaires et sociales. Donc là, ça n'a rien à voir avec la qualité du vaccin, c'est purement économique. Je pense que c'est l'intérêt de pouvoir vendre leur vaccin à une certaine population qui est une cible. Et je pense que la mesure derrière est une mesure, bien sûr, légale, juridique, mais derrière cette mesure juridique, comme il a si bien dit, je pense qu'il y a des intérêts économiques des grandes entreprises qui sont en train de fabriquer des vaccins et qui ne souhaitent pas que ce marché africain leur échappe. Parce que là, ça risque d'envoyer un message un peu négatif concernant les vaccins de l'initiative COVAX au niveau des Africains qui déjà étaient sceptiques. Là, on a l'impression qu'en fait, ce vaccin n'est pas bon, donc pourquoi le prendre? Sur votre plateau, je sais qu'on a le mérite et j'ose dire la nécessité de ne pas être diplomate. L'initiative COVAX est un échec patenté. 2 milliards de vaccins mis à disposition, 149 millions seulement distribués. Donc, si l'initiative COVAX fonctionnait, tout ce que vous dites est vrai, mais ça ne fonctionne pas. Donc pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? C'est que comme l'initiative COVAX, qui a été lancée dans le cadre du G8, mais également le G20, mais ça a d'abord commencé par le G8, le G7. On a quand même, j'ai moi quand même l'impression assez désagréable que, alors qu'un certain nombre de pays ont donné des vaccins, la Chine, la Russie a donné des vaccins sur le continent africain, l'initiative COVAX, voyant qu'elle ne peut pas donner ces vaccins, part du principe que peut-être qu'il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à ces vaccins à une tarification nécessaire, mais on est rentré dans une autre phase, dans une phase d'harmonisation. Alors moi, je suis tout à fait à l'aise avec l'idée qu'il faille s'engouffrer dans la brèche d'une coopération plus structurée entre le continent européen et le continent africain. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait d'une vision assez nord, assez occidentale, qui consisterait à dire que tous les vaccins qui ne sont pas autorisés par l'OMS, donc je évoque le fait qu'il y a quand même une responsabilité de son directeur général, une complicité de son directeur général, ne sont plus valables. À un moment ou à un autre, sur notre territoire national, on a eu ce débat. Au début, un certain nombre de pays européens voulaient procéder à des vaccinations avec des vaccins venant de la Russie. C'est l'exemple de la Slovaquie, l'exemple de la Hongrie, l'exemple de l'Autriche. Je reviens de Serbie, la Serbie aussi. Et la Serbie, par exemple, oui, c'est, je crois, ce qu'est en train de faire la Hongrie, a dit qu'à partir du moment où vous ne reconnaissez pas nos vaccins, nous, on ne va pas reconnaître les vôtres. Donc c'est une question économique, c'est aussi une question politique. De dire, écoutez... Est-ce que c'est quelque chose que les pays africains peuvent faire aujourd'hui, l'Union africaine, justement pour contrecarrer cette mesure? Oui, il y a un plaidoyer à faire, mais après,
ils ne peuvent malheureusement pas contrecarrer cette mesure. Comme il a dit, c'est une mesure qui vient des pays qui se sont concertés, d'une communauté. Et donc je pense que, après, bien sûr, les Africains... Parce que le flux inverse, c'est toujours possible. Le flux inverse est toujours possible, mais je pense comme il a dit, je pense qu'il faudrait un peu plus de diplomatie afin de pouvoir vraiment contrecarrer ces mesures, afin de pouvoir avoir justement des vaccins et pouvoir permettre à nos populations de voyager. Après, bien évidemment, certains pays africains peuvent prendre des mesures directement pour contrecarrer ces mesures-là, des mesures d'espèce, c'est-à-dire faire d'une certaine manière, on m'applique le droit et j'applique le même droit. Mais après, bien évidemment, il faudrait juste faire un peu plus de diplomatie. Est-ce qu'il y a des pays africains qui se sont lancés, qui veulent se lancer dans la production, l'Égypte, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Maroc. À ce moment-là, quand ce type de mesure est mis en place, qu'est-ce qu'ils font, ces pays ? Alors, ça soulève un autre débat. C'est l'absence de capacité d'action en amont, c'est-à-dire au sein des organisations internationales, du multilatéralisme décisionnel. Au niveau du G20, par exemple, ou au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, ou au niveau, évidemment, de l'OMS. Donc, c'est là où on a aussi, nous, une part de responsabilité à ne pas avoir associé suffisamment en amont, dans le processus décisionnel, de cette grande bataille contre une pandémie qui, comme vous l'avez rappelé, est mondiale. Et de ce point de vue, c'est un peu spécieux, d'un côté, de dire que les vaccins européens sont les plus efficaces, alors même qu'on voit bien qu'ils sont peut-être aussi soumis à interrogation que les autres. Et donc, encore une fois, il y a une vision assez anachronique, assez occidentalo- ou égocentrée, dans l'idée que à partir du moment où c'est bon pour nous, ça devrait être bon pour vous, mais après. Et donc, je trouve que ce qui est en train de se produire est évidemment assez cynique, et ça va créer effectivement des divergences ou un hiatus entre nos deux continents, avec peut-être une perspective auquel on ne pense pas. Les pays du Golfe sont en train d'investir massivement dans l'idée que si les vaccins occidentaux ne sont pas accessibles, parce que trop chers, si les vaccins orientaux sont accessibles, mais finalement ne valent rien en dehors du continent africain, peut-être que les vaccins qui sont produits par les Émirats arabes unis, par exemple, qui est en train de développer à grande échelle des vaccins très rapidement accessibles pour le continent africain, va essayer effectivement d'inonder le marché. Donc tant mieux pour eux, mais tant pis pour nous. Après, je pense que pour faire pression, éventuellement, c'est d'appliquer le principe de réciprocité, que certains pays africains appliquent déjà pour d'autres types de mesures. Je pense que c'est une mesure qui peut peut-être mettre pression afin qu'ils puissent trouver des mesures qui soient plus acceptables pour nos pays et plus profitables pour nos pays. Moi, j'allais savoir. Je peux répondre là-dessus, ça c'est très important. Justement, la France a décidé hier, au Conseil des ministres, de sanctionner, entre guillemets, les touristes étrangers en disant que les tests PCR seraient payants pour les touristes étrangers. Désormais, oui. Il convient effectivement que le continent africain, les 54 pays, que l'Union africaine décide, c'est pas parce que vous venez d'Europe que les frontières sont ouvertes à tout vent, d'un côté et pas dans l'autre. Ce que les Américains font vis-à-vis de l'Europe, je crois que les États africains... Oui. J'allais demander justement quelle leçon est-ce que les États africains peuvent tirer de la situation, investir dans la recherche, parce que là on est dépendant. Oui, donc, sur le long terme, bien évidemment, il faudra investir parce que c'est sur la main recherche, qui donne, qui dicte en soi, dans le cas... Oui, si on peut le dire ainsi, mais je pense que effectivement, c'est vrai que l'Afrique doit d'une certaine manière essayer de trouver des solutions pour son développement, et je pense que c'est un problème de développement à long terme. Et pour ma part, je pense que les pays africains devraient mieux investir en matière de R&D et travailler sur de la recherche pour vraiment trouver des solutions face à n'importe quel problème, que ce soit le problème du Covid, mais évidemment d'autres problématiques. Parce que là, on est clairement dépendant. Oui, on peut parler de dépendance, mais bien évidemment. Il y a cette belle idée qui avait été évoquée par le roi du Maroc, Mohamed VI, le président Macky Sall du Sénégal, le président Al-Sisi d'Égypte et le président Alassane Ouattara, que je n'oublie pas, et l'ancien président Ibeka, de consacrer une partie de l'argent que les pays africains n'auraient pas à payer en termes d'exercice de la dette vers un fonds dédié pour soit la constitution d'une vaccinologie africaine, soit la mise en place de capacités sanitaires, c'est-à-dire des capacités hospitalières, de la formation médicale. Bref, figer une sorte de fonds
spécialement dédié à la question sanitaire, extrait de la somme, enfin les 365 milliards de dettes extérieures que le continent a contractées par rapport à un certain nombre de bailleurs. Et ça, c'est une belle idée qui, je trouve, est plus pertinente que celle qui est sortie de la conférence sur le financement des économies africaines, à savoir que les pays occidentaux doivent mettre la pression sur le FMI pour qu'on passe de 33 milliards à 100 milliards. Donc, c'est effectivement la main qui donne encore plus, et donc qui exigera en retour autant, peut-être plus. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? Et moi-même, sur les projets de développement, c'est vrai que par rapport à ce qu'il a dit sur la réduction de la dette, moi, je suis d'ailleurs pour une nouvelle forme d'aide publique au développement, qui soit une aide publique au développement plus de coopération économique, afin par exemple de permettre plus de rapports nord-sud, mais avec notamment un transfert de compétences et de transfert de technologies, afin vraiment d'aboutir à un développement, parce que souvent, l'argent que les pays reçoivent, l'aide publique au développement n'est pas, j'ai fait mon mémoire là-dessus, c'était l'efficacité de l'aide publique au développement, et on voit que l'aide publique au développement n'est pas vraiment efficace pour résolver des problèmes comme le chômage et des problèmes macroéconomiques. Donc il faudrait peut-être passer à une nouvelle forme d'aide afin d'avoir une aide qui soit un peu plus, peut-être moins en termes financiers, mais plus en termes techniques, afin vraiment d'apporter des compétences et de pouvoir mener en place des projets de développement solides, afin de lutter contre une autonomie justement à travers l'emploi et à travers un développement accompagné. Merci. Nous allons à nouveau marquer une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission. Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom, toujours en compagnie d'Alcénie Thiam et Emmanuel Dupuis. Zoom à présent sur notre sujet société. La Chine gagne du terrain au Cameroun au détriment de la France. Les investissements directs étrangers de l'Empire du Milieu au Cameroun représentent près de 60%. L'offensive chinoise touche plusieurs secteurs porteurs tels que les télécoms ou encore le commerce extérieur. Plus de détails avec Viviane Baoken et Ruth Moussi. Les entreprises françaises perdent progressivement pied au Cameroun. Constat fait par Christophe Guilroux, ambassadeur de France au Cameroun à l'occasion d'une prise de parole publique lors du forum diplomatique à Yaoundé. En clair, depuis la fin des années 1990, la part de marché des entreprises françaises au Cameroun est passée de 40% à 10% aujourd'hui, soit une perte de 30%. Dernier fait en date, le retrait de la gestion du terminal à conteneurs du port de Douala dans la capitale économique camerounaise au consortium franco-danois Bolloré. Depuis les 2 dernières décennies, on note au Cameroun le déclin de la France qui avait profité à la période de décolonisation du choix de la continuité plutôt que de la rupture par les autorités camerounaises, conférant aussi ainsi à cette ancienne puissance tutélaire un certain nombre d'avantages politiques, diplomatiques et surtout économiques. Et de ce fait, les entreprises françaises se faisaient les plus grandes parts de marché au Cameroun. Elles avaient même une situation de quasi-monopole qui s'est même étendue au moment des privatisations avec les programmes d'ajustement structurel. Selon les experts, ce recul des entreprises françaises a été précédé par l'offensive chinoise au début des années 2000 et cette prédominance s'est accrue en 2012 à la faveur du lancement des projets structurants de première génération, notamment les ponts, les routes et les barrages. Tracté par Exim Bank of China, le positionnement de l'Empire du Milieu se fait plus présent. Entre 2000 et 2014, le Cameroun a enregistré 2750 milliards de francs CFA d'investissements directs étrangers, dont 1850 milliards de francs CFA provenant de la Chine, ce qui représente environ 67% des investissements directs étrangers entrant au Cameroun.
la plupart des contrats de prêt entre le Cameroun et la Chine ont des accords commerciaux exceptionnels. Concrètement, ça se passe comment? Le gouvernement camerounais sollicite un prêt auprès d'Exim Bank. Il faut rappeler que c'est le bailleur de fonds principal du Cameroun. Et puis Exim Bank accorde ces fonds, mais met les fonds à la disposition d'une entreprise chinoise qui va réaliser le projet d'investissement. Ça s'est fait avec le port autonome de Kribi, ça s'est fait avec le palais des sports polyvalent, ça s'est fait avec les autoroutes en construction Yaoundé-Simalène et Yaoundé-Douala, et l'essentiel des grands barrages d'hydroélectricité. Sur le plan des opérations commerciales, la France occupe le 4e rang avec 6,3%, loin derrière la Chine, principale client du Cameroun, avec 23,9%. En matière d'importation, la Chine est encore le principal fournisseur du Cameroun selon l'Institut national de la statistique. En 2018, elle se positionne avec 18,5% des livraisons contre 8,3% pour la France, 5,6% pour le Nigeria et 4,8% pour les Pays-Bas. Emmanuel, les chiffres sont importants, mais est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette avancée de la Chine au Cameroun et en Afrique en général? Il fallait s'en inquiéter il y a bien longtemps, quand les entreprises chinoises se sont installées massivement, c'est-à-dire une trentaine d'années, quand la concurrence était encore loyale, ou en tout cas elle était parallèle. Peut-être quelques chiffres, on va pas. C'est un reportage qui mériterait d'approfondir un peu. On estime qu'il y a à peu près pas plus de 1100 entreprises françaises, surtout qui sont présentes, c'est déjà beaucoup, sur le continent africain. 11 000 entreprises chinoises. Donc on voit bien qu'il y a un rapport de 1 à 10. Ouais. Votre reportage montrait d'ailleurs que la présence des entreprises françaises est souvent liée à un soutien très fort, une sorte de fil à la patte étatique, avec beaucoup d'entreprises nationales, ou en tout cas d'entreprises dont les fonds étatiques sont avérés, directement ou indirectement, par les projets et le financement donc de l'aide publique au développement, alors que 90% des entreprises chinoises présentes sur le continent sont des entreprises privées. Alors on dirait que le lien est beaucoup moins ténu que je ne le donne à penser, mais c'est quand même une réalité. L'économiste qui l'évoquait le mentionnait. Il faut se préoccuper surtout pour l'économie camerounaise, car l'implication structurelle de l'argent chinois aura des conséquences. Pas tout de suite, mais aura des conséquences. L'endettement est une réalité. Ce que les banques d'investissement étrangères, Banque européenne d'investissement, ou les différents bailleurs de fonds, qu'ils soient des États, qu'ils soient des entreprises ou qu'ils soient des coopérations entre États, je pense notamment à la coopération franco-allemande sur un certain nombre de projets entre GIZ, l'Agence de développement allemande, et l'AFD, évidemment ne se lie pas de la même manière quand vous obtenez des fonds et des prêts par la Banque asiatique d'investissement et pour les infrastructures, qui précise que l'endettement est beaucoup plus fort et que les taux d'endettement sont beaucoup plus forts. Si vous êtes une économie solide, vous avez de quoi rembourser. Si vous êtes une économie faible, je prends un autre exemple, un petit peu loin du Cameroun, Djibouti, 82% de la dette et 82% du PIB djiboutien est la propriété de banques chinoises. Ce qui est en train de se produire au Cameroun ressemble un peu étrangement à ce que je posais la question justement parce qu'il y a des exemples déjà un peu palpants comme la Zambie qui aujourd'hui est un peu, on va dire, occupée par les Chinois. Effectivement, par rapport à ce que vous dites, c'est vrai que le piège de la dette peut se refermer sur les pays africains parce que comme on l'a vu, la plupart des entreprises chinoises qui viennent, beaucoup s'implantent, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de suivi derrière. C'est-à-dire que la demande intérieure, en fait, ces entreprises chinoises renforcent d'une certaine manière la demande extérieure chinoise. Parce que ces entreprises chinoises viennent et elles travaillent avec des entreprises... Et inondent le marché de leurs produits. Des entreprises chinoises qui inondent le marché et du coup, la demande chinoise est relancée. Je pense que c'est une politique keynésienne derrière. C'est-à-dire, on va vers certains pays, on investit et on relance notre demande intérieure. C'est un peu les nouvelles routes de la soie. C'est totalement les nouvelles routes de la soie. Oui, effectivement, moi je pense que
je pense que les pays africains devraient revoir leur modèle avec la Chine et voir une économie qui soit un peu plus humaine. On a certains pays qui sont là depuis longtemps, les anciennes colonies, avec lesquels on a des rapports culturels. Et je pense qu'il ne faudrait pas, pour des raisons purement économiques, sortir de cette protection de ces pays-là et aller vers des pays dont l'intérêt économique est le facteur primaire, sans vouloir accuser la Chine. Je pense que sur certains aspects humains, les pays africains sont assez endettés et malheureusement ces pays-là, avec les taux d'intérêt qui sont élevés, deviennent d'une certaine manière des pays qui sont attachés à ces pays-là, d'une certaine manière, et qui sont liés. Et quand on lie avec la dette, on lie avec l'économie, on lie avec le développement, et on lie avec le social. Donc d'une certaine manière, je pense que les pays africains doivent essayer de revoir leur multipartisme, notamment à travers la Chine et d'autres pays. Bien sûr, c'est bien le multipartisme, c'est bien de diversifier ses partenaires, mais après, quand par exemple on travaille avec la Chine et que la Chine a par exemple des entreprises qui travaillent avec elle et qui sont des entreprises partenaires, si l'intérêt ce serait peut-être de travailler avec des entreprises chinoises, mais qui travaillent avec des sous-traitantes africaines, parce que là, ça va permettre de relancer la croissance dans les pays africains. Mais quand on travaille avec des sous-traitantes extérieures, je pense que par exemple, pour prendre un exemple concret, je construis un stade à Abidjan ou au Caire. L'essentiel, c'est la matière première que j'achète, je la demande en Chine. Et donc, ça relance l'emploi chinois et ça relance la demande extérieure chinoise. Alors que si, par exemple, je construisais des stades et que le fer que j'utilisais pour construire le stade, je l'achetais dans le pays dans lequel j'investis, ça relancerait l'emploi local et le développement local. Donc, d'une certaine manière, bien sûr, c'est bien d'avoir des fonds d'investissement et de développer dans son pays, mais aussi, il faut voir aussi des aspects un peu plus pratiques afin de voir une croissance qui soit plus inclusive. Parce que malheureusement, la Chine investit dans les pays africains, mais comme vous le disiez, il n'y a pas de fruit de cette croissance et on ne voit pas forcément les retombées. Et d'une certaine manière, pour ça, il faudrait peut-être relancer une croissance qui soit à visage plus humain, mais surtout à visage plus inclusif, vraiment pour intégrer les pans de la société qui ne sont pas touchés par une forme d'employabilité importante. Emmanuel, comment est-ce que les pays africains peuvent justement garantir cela, une certaine équité dans leur rapport avec la Chine? Déjà, il faut qu'ils définissent le modèle économique qu'ils veulent. On peut accuser la Chine de faire de la prédation. Vous avez rappelé les routes de la soie. Les routes de la soie, comme leur nom l'indique, c'est une production qui a vocation à être achetée, donc à être exportée. Oui. C'est ce qu'a fait les routes de la soie pendant 1000 ans. Alors évidemment, si l'économie du Cameroun est hypertrophiée autour d'une exploitation pétrolière dont on sait les limites, autour d'une exploitation forestière dont on sait les ravages, autour d'une prédation dont on sait où va l'argent, c'est aussi la responsabilité du Cameroun de faire appel à des investisseurs avec les règles qui sont les leurs. Parce que d'autres investisseurs peuvent très bien investir avec des règles plus contraignantes. Oui. Et puis évidemment, les Chinois ont cette habitude de dire que les routes de la soie, en prenant le premier acronyme, OBOR, One Belt, One Road, c'est Our Bulldozers, Our Rules. À partir du moment où les États africains ne définissent pas la règle du jeu et la limite de la règle du jeu, les Chinois pourront vous dire, il se trouve que j'enseigne en Chine et ils me le disent régulièrement, mais à partir du moment où on a en face de nous des États qui sont incapables de définir un cahier des charges que nous devrions respecter, je ne suis pas sûr qu'ils vont le respecter, je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent ce rapport de force, mais logiquement ils disent, mais nous on ne peut pas nous accuser de ne pas respecter un cahier des charges, il n'y en a pas. Et il n'y a pas une forme de donc c'est la responsabilité c'est avant tout la responsabilité des États de définir un code minier, de définir un droit du sol, de définir à qui appartient les parcelles qui sont données sur une durée temporelle donnée. La construction d'un stade ne conditionne pas l'appartenance de la propriété du stade de celui qui l'a construit. Le principe justement d'une économie résiliente part du principe qu'il y a des États qui ont des demandes et des entreprises qui ont des capacités. Et non pas des États qui vont dire on va vous construire le stade, il nous appartient et on va s'arranger pour que vous puissiez le payer. Moi je suis très très sceptique à l'idée qu'il faille opposer une ancienne économie d'entreprises occidentales ou européennes qui ont perdu les marchés parce que les Chinois étaient plus offensifs. Il n'y aurait pas eu ce problème s'il y avait eu une clarification dans la trajectoire économique de ces États
Est-ce que peut-être la Chine gagne du terrain en Afrique parce que justement, traiter avec la Chine est moins contraignant, il y a moins de règles, il y a moins de... Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles... On peut le dire d'une certaine manière, comme il l'a dit, par rapport au permis. Moi, j'ai travaillé un peu au sein de l'Agence de promotion des investissements privés. Et c'est vrai que pour mettre en place, par exemple, des agréments, c'est vrai que les États aujourd'hui africains essayent de soulager un peu certaines entreprises, notamment en matière fiscale, en matière d'obtention de permis, afin d'avoir une croissance qui soit plus rapide, afin d'intégrer certaines entreprises pour pouvoir faire le travail. Mais d'une certaine manière, on doit aussi, d'une certaine manière, durcir nos lois, afin de pouvoir avoir une croissance qui soit là, bien sûr, mais avec un intérêt RSE, responsabilité sociale des entreprises, afin vraiment de voir l'impact de l'environnement sur la croissance économique. Mais d'une certaine manière, de manière plus générale, moi je vois que dans les siècles qui viennent, l'Afrique sera l'Eldorado parce que la plupart des richesses matières premières, l'Afrique détient beaucoup de richesses et de matières premières. Et pour ma part, je pense qu'aujourd'hui, comme l'a dit David Ricardo, on a une forme de décroissance de la productivité marginale, c'est-à-dire que plus on produit, plus on investit en capitaux et moins la croissance est importante. Et malgré le fait que certaines économies gagnent en productivité. Et on a une forme de décroissance marginale qui s'explique par le fait qu'on augmente les capitaux, mais malheureusement les terres sont moins fertiles et on a moins de productivité qu'on génère. Donc pour ma part, je pense que pour générer encore plus de productivité, à un moment donné, certains États seront obligés d'aller vers d'autres États, notamment des pays africains, où là on sait que l'exploitation n'est pas assez intense, et donc gagner des parts de marché. Et c'est cela que la Chine a compris, et je pense qu'il faudrait peut-être que les Occidentaux aussi se comprennent, ils l'ont déjà compris, mais essayent de jouer un peu sur leur impact culturel, parce qu'on a la langue en commun quand même, on a d'autres facteurs, que ce soit la francophonie ou d'autres facteurs qui font que le lien social, le lien humain devrait être prioritaire par rapport aux enjeux économiques qui sont que des intérêts financiers au contraire. Merci Alcénie Thiam et merci Emmanuel Dupuis d'avoir participé à cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.